Bonjour à tous, donc c'est l'heure de démarrer cet atelier autour du provisionnement RGA, donc pour le retrait gonflement argile. On va également revenir sur la nouvelle circulaire qui en date de mai 2024 qui redéfinit les reconnaissances d'arrêté CatNat sur le péril sécheresse. Donc un petit tour de table rapide pour présenter les trois intervenants. Luigia. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Luigia Ripani, je suis data scientist chez Actionable. Je suis docteur en mathématiques et spécialisée en données géospatiales et climatiques. Et bonjour, Fabien Fèvre, je suis actuaire et responsable R&D Innovation Data au sein du Data Office de la Massif. Benoît Chaput, je suis en responsabilité du service actuariat au sein de la Massif, en charge notamment du provisionnement en normes Solvabilité 2 et en normes françaises également. Donc j'interviendrai sur la première partie pour évoquer le provisionnement RGA, la difficulté pour établir dès la première année une estimation précise du phénomène sécheresse. Et je montrerai que c'est un enjeu évidemment majeur pour les assureurs depuis plusieurs années. Luigia interviendra dans une seconde partie sur les enjeux et challenges du projet, de ses travaux, en présentant les nouveautés sur la circulaire de cette année. Et Fabien reviendra sur la modélisation en tant que telle, modélisation technique pour prendre en compte la nouvelle circulaire de cette année. Donc sur la première partie, au-delà du provisionnement RGA, en fait, le coût de la sécheresse est vraiment un enjeu majeur depuis ces dernières années, depuis les années 2016, 2017 et plus précisément même en 2018 où on a eu un coût important du phénomène sécheresse. Il y a des expérimentations qui sont suivies par la MRN, la CCR et France Assureur, notamment sur un volet de prévention, sur des maisons non sinistrées, sur un volet de réparation également sur les maisons sinistrées, et la Massif suit également ce phénomène de près en essayant de mieux comprendre comment ce phénomène va jouer sur d'un côté la prévention et ensuite sur la réparation. La dernière revue actuarielle présente également un article relativement détaillé sur cet enjeu important pour les assureurs. Donc un premier graphique pour illustrer le coût important. Donc c'est des estimations marché du coût de la sécheresse des dernières années. Donc 2018, je le disais, ça a été une première année où on était sur des niveaux records à cette époque. On voit l'aléa important avec un coût moindre en 2021 et sur 2022 un coût très important, proche de 3 milliards d'euros au niveau marché. Et le deuxième aspect important de ce graphique, c'est l'aléa finalement qui est très important d'une année sur l'autre. On a illustré le rapport entre le coût de l'année 2021 et le coût de l'année 2022, l'année suivante, avec un rapport x12. Donc on ne peut pas se baser sur les estimations de l'année passée ou des dernières années pour estimer le coût de la sécheresse de l'année en cours. Une reprise rapide du processus CatNat, alors à la fois sur le péril sécheresse, mais sur l'ensemble des périls CatNat, de type inondation ou séisme. Les principales étapes, ça va être la mairie qui va déposer un dossier, faire une demande à la suite des remontées de ses habitants et des sinistres. La préfecture va instruire. Il va y avoir une instruction faite sur ces demandes et une commission interministérielle va statuer sur un avis favorable ou non pour chaque commune, pour chaque période demandée en fonction d'éléments météo, ce qui va donner lieu à une publication au journal officiel et par la suite l'assuré aura 30 jours pour déclarer son sinistre auprès des assurances. Donc il faut comprendre qu'il y a un facteur temps qui est très important, notamment sur le péril sécheresse, où il va falloir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que la parution au journal officiel soit faite. On a repris ici l'ensemble des demandes sur le péril sécheresse depuis la survenance 1988 jusqu'à la survenance 2023, où on a déjà eu
3 arrêtés qui sont parus. Et on a rapporté, donc sur le graphique, sur les barres, sur l'histogramme, on a le nombre de demandes depuis 1988, le nombre de demandes ainsi que le nombre de reconnaissances, et le rapport des deux est indiqué avec les petits points violets. Donc on voit très nettement une rupture entre les années 1998 et 1999. Sur la première période avant 1999, les taux de reconnaissance étaient très élevés, quasiment à 100%, systématiquement au-delà de 96%, même sur chacune des années, avec peu de demandes, rarement au-delà de 1000 demandes chaque année. Par contre, à partir de 1999, on voit qu'il y a un aléa important qui se dessine sur le taux de reconnaissance, avec des parts qui varient entre 5 et 95% de reconnaissance au final, en fonction de l'année. On voit également sur les histogrammes l'importance des demandes qui sont bien souvent supérieures à 2000 demandes chaque année sur des demandes de reconnaissance sécheresse. Alors ici, on a regardé par rapport à la connaissance qu'on avait aujourd'hui, avec une connaissance au 31 octobre 2024. On a regardé la part de la connaissance qu'on avait avec un recul de N+1. Donc pour une survenance 2007, par exemple, ici illustrée, on va rapporter le nombre de communes reconnues fin 2008, donc fin N+1, rapporté à la connaissance qu'on a aujourd'hui fin 2024. Alors ce n'est pas 2007, c'est plutôt fin 2024. Et là, on voit aussi très nettement une rupture entre 2006 et 2007 cette fois, avec sur la première période une connaissance, l'actuaire avait la connaissance fin N+1 très faible des communes qui avaient fait la demande et encore moins des communes qui étaient reconnues, bien souvent inférieures à 40%, alors qu'à partir de la survenance 2007, en fin de première année, on commence à avoir de l'information beaucoup plus significative, avec une part comprise entre 85 et 98% sur l'ensemble des années. Alors 2023, évidemment, on est à 100% parce que tous les arrêtés ne sont pas encore parus. Si on refera cette étude l'année prochaine, il y aura sans doute des arrêtés qui vont paraître l'année prochaine et baisser un petit peu le taux de la survenance 2023. Donc on a vu cette rupture entre 2006 et 2007, donc, ce qui nous a permis de consolider des cadences de déclaration sur la somme sur les années agrégées de 2007 à 2022. Donc on a regardé sur 16 années cumulées comment se comportent les arrêtés avec les demandes de reconnaissance et le taux de reconnaissance CatNat pour chaque commune. Donc on peut voir sur le graphique du bas qu'en fin N, déjà, il n'y a aucune information sur les parutions. Il n'y a pas eu de parution CatNat sécheresse. Et c'est seulement en fin de première année, fin N+1, on a 33% des arrêtés qui sont parus par rapport au nombre d'arrêtés en ultime. Mais ces 33% de parutions vont couvrir environ 95% des demandes. Donc une information très précieuse pour les actuaires pour estimer le coût de la sécheresse de l'année N-1 du coup. Et en N+2, on voit que les arrêtés continuent d'augmenter. On arrive à 80% en fin N+2 pour couvrir quasiment 100% des communes. Donc on a une connaissance quasiment totale dès la fin de deuxième année. Donc on voit que les actuaires, pour provisionner le montant de sécheresse, n'ont aucune information sur les arrêtés CatNat fin d'N. Il faut attendre l'année suivante pour avoir les premières parutions. Donc l'équipe en charge du provisionnement doit utiliser d'autres méthodes pour estimer le coût de la sécheresse avoir ainsi un maximum de méthodes pour limiter le risque de provisionnement et de sous-provisionnement en l'occurrence. Donc à titre d'exemple, la Massif aujourd'hui va utiliser 3 méthodes différentes pour estimer le coût de la sécheresse. La première, c'est l'estimation marché qui est diffusée. Alors bien souvent, les estimations CCR et MRN vont être utilisées. Elles sont diffusées en général sur le dernier trimestre de l'année. Après, on applique un taux de répartition de notre portefeuille. On a également la connaissance de sinistres déclarés par les sociétaires dès la première année, même s'il n'y a pas eu de parution CatNat.
le sociétaire qui va constater une fissure va pouvoir déclarer son sinistre à la Massif et le système de gestion va nous remonter cette information. Donc ça, c'est des éléments aussi qui peuvent nous aider à apprécier le risque de l'événement sécheresse. Et on va utiliser enfin des cartes d'humidité des sols aussi pour déterminer si on est plutôt sur une année d'intensité moyenne, faible ou forte. Donc le besoin qui a été explicité pour ces travaux, ça va être de disposer, alors courant novembre parce qu'on a des travaux de phase close, pour les travaux d'inventaire bien souvent on va commencer à travailler en novembre, donc courant novembre, pouvoir disposer d'un modèle anticipant pour l'année N les déclarations des reconnaissances des communes CatNat sur RGA. Donc c'est le besoin qui a été exprimé sur ces travaux. Merci beaucoup Benoît pour cette introduction. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous parler du contexte de cette collaboration entre Actionable et la Massif. Alors Actionable, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé RSE et nous accompagnons depuis plusieurs années les entreprises dans leur mise en place de leur plan d'adaptation au changement climatique. Et dans le secteur de l'assurance, nous avons plusieurs années d'expérience, notamment autour de la modélisation des risques climatiques et notamment du risque RGA. Donc le risque RGA, juste pour rappeler, c'est l'aléa de retrait-gonflement des argiles et c'est un comportement typique des sols qui sont riches en argile de se gonfler quand il y a beaucoup d'eau et de rétrécir quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ce changement de volume du sol peut engendrer des dégâts et donc créer des sinistres aux bâtis et notamment aux maisons. Donc, dans les années, nous avons pu aborder cet aléa, la modélisation de cet aléa sous plusieurs points de vue, à la fois dans des buts de meilleure gestion des provisions, mais aussi dans l'étude de l'évolution de ce risque selon les projections climatiques du GIEC, du coup sur de plus long terme, comme d'horizon 2030 ou 2050. Il s'agit d'un phénomène assez particulier parce qu'il est un peu invisible, ça se passe sous le sol et du coup il implique plusieurs sous-phénomènes et il est souvent associé, pour le caractériser, on utilise souvent les arrêtés CatNat du coup. Et donc pour la modélisation il faut prendre en compte à la fois des phénomènes physiques comme effectivement qu'est-ce qui se passe dans le sol, mais aussi des phénomènes plutôt sociaux ou politiques comme le fait de reconnaître ou pas une demande du CatNat et aussi le comportement des mairies du coup de faire ou pas un dépôt de dossier. Et du coup, cette expérience nous a mené du coup à cette collaboration en 2024 avec les équipes de Benoît et Fabien, où on a pu prendre un peu le meilleur de tous les mondes et faire un modèle sur plusieurs couches dont on est plutôt satisfait. Donc nous avons commencé par traduire le besoin de l'actuariat en termes techniques et scientifiques. Ce qui veut dire globalement de déterminer du coup les entrées et les sorties du modèle et du coup l'objectif c'est à partir des caractéristiques hydro, météo, géologiques et aussi sociodémographiques des communes sortir en probabilité que cette commune soit reconnue CatNat sur une année donnée. Donc, je laisserai Fabien rentrer dans les détails de la modélisation plus tard. Moi, je voudrais plutôt vous parler des challenges qu'on a rencontrés lors de la modélisation de cet aléa. Donc, le tout premier, c'est effectivement l'évolution des critères d'éligibilité CatNat. Effectivement, cette année, en mai, il y a eu une nouvelle circulaire où ont été publiés les nouveaux critères utilisés pour établir ou pas l'éligibilité CatNat et RGA. Les principaux changements sont deux, du coup. Alors, le critère géologique reste pareil, et il est basé sur des données d'exposition du sol au risque RGA publié par le BRGM, et c'est le critère météorologique qui a le plus de changements. Et notamment, on va prendre maintenant en considération à la fois les sécheresses qui sont anormales, mais aussi des sécheresses qui sont plus modérées, du coup sont quand même significatives, mais ils ont une récurrence anormale. Et aussi, on va prendre en compte la continuité territoriale et du coup, pour chaque commune aussi, la situation hydrométéorologique des communes limitrophes. Un autre changement important, c'est que ce critère maintenant se base sur le minimum d'un indicateur de sécheresse, d'humidité des sols, minimum annuel.
ce qui implique du coup ce minimum. Souvent, on le rencontre dans les mois d'été ou juste après l'été. Et du coup, on va avoir un focus plutôt sur les sécheresses estivales et ça va être beaucoup plus rare qu'une anomalie d'humidité des sols en janvier ou février, par exemple, puisse engendrer des arrêtés CatNat. Cependant, la reconnaissance CatNat maintenant va être valide sur une année entière, alors qu'avant c'était plutôt par trimestre. Du coup, c'est extrêmement important de prendre en compte ces critères parce que voilà, la modélisation qui était valide jusqu'à l'année dernière, déjà à partir de cette année, n'est plus valide. Dans la slide précédente, j'étais volontairement vague sur quel est l'indicateur d'humidité des sols pris en compte. Il s'appelle SWI, Soil Wetness Index, et c'est un indicateur du sol à une profondeur d'environ 2 mètres. Il est issu d'un modèle hydrométéorologique SIM qui est utilisé par Météo France pour simuler les échanges entre les sols, le sol et l'atmosphère. Et il est calculé, du coup c'est bien un indicateur calculé, mais à partir des données d'observation réelles, comme la température, les précipitations, les vents, mais aussi des données géologiques et d'occupation des sols, comme du coup la composition des sols ou par exemple si le sol est urbanisé ou végétal. Et cet indicateur, il est bien mis à disposition par Météo France à J+1, du coup tous les jours. Mais ce n'est pas l'indicateur qui est utilisé directement dans le cadre du régime CatNat. Ce qui est utilisé, c'est plutôt l'SWI uniforme, uniformisé, qui est toujours issu du même modèle, sauf que toutes les caractéristiques, tous les paramètres du sol sont homogènes sur tout le territoire français. Pourquoi? Parce que c'était un choix de la commission interministérielle du coup de séparer la partie géologique qui sera basée exclusivement sur les données BERGEM et la partie hydrométéorologique basée seulement sur les données de Météo France. Et comme on peut voir dans les cartes en bas à droite, on voit un écart assez important entre les WI du coup physiques et les WI uniformes, ce qui peut induire pas mal d'erreurs du coup lorsqu'on essaie de simuler, de reproduire les critères de la commission. Et donc c'est extrêmement important de disposer de ces WI uniformes. Sauf qu'il est mis à disposition par Météo France seulement une fois par an, avec au moins 6 mois de décalage, et surtout après la publication des premiers arrêtés sur l'année passée. Et du coup, ça s'ajoute une couche de modélisation du coup, à la modélisation du coup, de l'éligibilité CatNat. Il faut d'abord modéliser le SWI uniforme à partir de l'SWI physique. Un dernier mot, donc tous les travaux que nous avons menés ensemble, ils s'appuient exclusivement sur la donnée open source. On a des données du coup essentielles qu'on utilise pour reproduire les critères, pour simuler les critères de la commission, mais aussi des données qu'on utilise pour enrichir notre vision du coup du territoire français, comme les données sociodémographiques de l'INSEE ou les données d'occupation de sol de Corinne Landcover. C'est une richesse énorme d'utiliser ces données. On a une vision vraiment très, très détaillée, très fine du territoire. Par contre, derrière cette abondance de données open data, de données open, il se cache beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de processing qui peuvent être un peu tricky, qui peuvent être un peu difficiles, qui sont dus à l'hétérogénéité du coup de ces sources de données en termes de format. On a des formats plus classiques comme le format CSV, mais on a aussi des formats plus typiques géospatiaux comme des données par exemple shapefile, des données vectorielles. Et du coup, l'agrégation, la mise en cohérence d'un point de vue spatio-temporel, les mappings spatiaux, le découpage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident et ça peut, encore une fois, ça peut induire à des erreurs. Et du coup, notre expérience dans nos derniers projets, nos dernières missions, a pu faciliter et accélérer les travaux que nous avons menés ensemble avec la Massif. Du coup, je laisse la parole à Fabien. Merci beaucoup. Donc, si on reformule en fait l'attente de Benoît et de ses équipes, l'idée c'était de pouvoir avoir une meilleure estimation possible de la charge ultime a priori de l'exercice en cours. Donc globalement, quelle est la charge ultime a priori de l'exercice 2024 vu en 2024 ? Il s'agit d'une espérance, et cette espérance, si on la réécrit, on se rend compte que c'est la somme pour chacune des communes de la probabilité que cette commune soit reconnue CatNat fois des éléments de matérialisation des risques qui, pour le coup, en fait, sont propres au portefeuille massif, liés à de l'exposition, des taux de destruction, des choses comme ça. Donc l'attente, finalement, c'est d'avoir une politique de modélisation qui va nous permettre d'avoir une probabilité par commune, deux, que cette probabilité soit effectivement calibrée,
dans le sens où si on dit que 20% des communes, qu'il y a un risque de 20% qu'une commune soit reconnue CatNat, eh bien, in fine, si on agrège toutes ces communes à 20% de risque, eh bien, il faut qu'il y en ait à peu près 20% d'entre elles qui soient effectivement reconnues CatNat à la sortie. Et enfin, et qui sera le focus de cette présentation par rapport aux autres présentations qui ont pu avoir lieu les années précédentes, c'est qu'on va se focaliser sur l'impact de l'évolution liée à cette nouvelle circulaire. Donc, avant de rentrer dans des sujets de modélisation pure, il faut déjà qu'on vérifie qu'on a bien compris les règles du jeu par rapport au monde passé. Et donc, par rapport à ça, on va essayer de rejouer les décisions qui sont rendues par la fameuse commission interministérielle sur la période qui a prévalu, qui était de 2019 à 2023. Et en effet, on est en capacité de le faire puisqu'on a accès à toutes les données. Météo France, on le disait, maintenant, a posteriori, a publié les SWI uniformes moyennés 3 mois, qui sont les fameux index de référence pour les calculs, d'une part. D'autre part, la CCR, sur son site internet, publie les éléments du journal officiel, où on a à la fois les dépôts de dossiers qui sont remis par les mairies et, en face, la décision de la commission interministérielle. Donc on a tout entre les mains pour pouvoir travailler. Et la bonne nouvelle, c'est que, c'est un peu petit ici, mais croyez-moi sur parole, si on rejoue cet exercice-là, eh bien on retombe quasi exactement sur les décisions qui ont été historiquement rendues par la commission. Alors à titre personnel, c'était une surprise, mais c'est plutôt une très bonne chose en fait pour nous, puisque ça veut dire que la commission suit les règles qui ont été édictées, et donc on peut supposer que dans la période à venir, ce sera aussi le cas. Deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment du coup où on a un bon estimateur de ce fameux index SW uniforme, eh bien on peut espérer avoir un bon estimateur des décisions qui seront rendues in fine. Et donc maintenant qu'on a compris, on s'est rassuré sur notre compréhension de la période passée, on peut commencer à rentrer plus avant sur les effets des modifications de ces règles. Alors vous avez un slide qui est un peu bariolé ici, il y a une espèce de code couleur qui vous permet de vous reporter item à item entre ce qui a changé entre le monde d'avant et désormais. Donc dans la période antérieure, on s'intéressait à un SWI uniforme qui déjà, premier élément, était une moyenne mobile de 3 mois glissante. Ce qui veut dire que la valeur de janvier était en fait la moyenne des mois de novembre, décembre et janvier. Et cette moyenne glissante publiée au mois le mois, on s'intéressait à savoir si, pour un mois considéré, donc par exemple janvier toujours, la valeur qu'on avait observée pour ce mois-ci dans l'année en cours dépassait un quantile 25 ans sur un certain historique. Donc est-ce que mon mois de janvier est exceptionnel? Est-ce que mon mois de février est exceptionnel? Et ainsi de suite. Et si j'ai au moins un mois qui est exceptionnel, eh bien j'emporte l'éligibilité pour le trimestre de rattachement de ce mois-ci. Dans le nouveau système, ce n'est pas exactement la même chose, et c'est ce que nous a dit Luigia tout à l'heure. Premier élément, on n'est plus sur une moyenne mobile glissante 3 mois, on est sur une valeur spot mensuelle. Deuxième chose, on va être moins intéressé à regarder ce qui se passe au mois le mois, qu'à surtout identifier le point bas de l'année qui, Luigia nous l'a dit, a surtout lieu en fait pendant l'été. Et par rapport à ça, on va avoir une série de 3 règles qui vont s'enchaîner pour essayer d'identifier le caractère exceptionnel de ce que l'on voit. Est-ce qu'on est exceptionnel en termes d'intensité pour l'année en cours? Donc globalement, je dépasse un quantile 10 ans. Est-ce que je suis face à un événement modéré, c'est-à-dire que je dépasse un quantile 5 ans pour l'année en cours, mais j'ai une certaine récurrence, et donc je vais demander à ce qu'au moins 2 des 4 années précédentes dépassent elles aussi ce fameux quantile 5 ans. Ou, parce que les phénomènes physiques ne connaissent pas les communes administratives, eh bien, je dépasse un quantile 5 ans pour l'année en cours et cette commune est en plus limitrophe d'une autre commune qui, elle, satisfait aux 2 premiers critères. Et si oui, alors on aura reconnaissance pour toute l'année. Alors, premier élément de difficulté, ce fameux index SWI uniforme spot mensuel, on ne le connaît pas, on n'y a pas accès. On a accès en fait à la fameuse moyenne mobile 3 mois. Et donc là-dessus, il n'y a pas de mystère, on va devoir fixer 2 paramètres. Et puis à partir de là, on pourra recréer l'ensemble de la chronique pour chacune des mailles sur lesquelles en fait, ces éléments sont disponibles. Et ce faisant, on sait qu'on va créer une erreur, on sait que cette erreur sera périodique et qu'on va le retrouver sur l'intégralité de la chronique. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de la minimiser. Donc l'angle qu'on a pris ici, c'est essayer de s'appuyer sur la connaissance qu'on a du SWI physique, qui lui, pour le coup, est publié quotidiennement par Météo France et sur lequel on peut dériver des valeurs mensuelles spot et des valeurs moyennes mobiles 3 mois elles aussi. Et donc on regarde la période sur laquelle les 2 index sont les plus proches et puis bon an mal an on se dit la décomposition mensuelle à l'intérieur elle doit ressembler dans le uniforme à ce que j'ai observé dans la partie physique.
C'est un axe de travail qui nous permet de recréer un index qui est cohérent avec la chronique des moyennes mobiles, qui est une approximation pour cet exercice qu'on a là en cours. Par contre, dès l'année prochaine, quand on aura les vraies publications de SW uniformes mensuelles, eh bien, on pourra réappliquer la même chronique sans cette fois-ci aucune approximation et rattraper, comme là on le fait, l'intégralité de l'historique depuis 1969. Donc maintenant qu'on a cette fameuse pseudo-critère, on peut réappliquer les différentes règles qu'on a évoquées tout à l'heure. Et ce que l'on observe, c'est qu'en termes de communes éligibles, alors on parle ici de l'intégralité du territoire. On ne se restreint pas à celles qui ont effectivement déposé un dossier. Je suis techniquement en capacité de calculer ce qui se passe sur l'intégralité du territoire. Eh bien, on constaterait que sur la période 2019-2020, on aurait une surreprésentation d'éligibilité par rapport à l'ancien critère. Par contre, on se retrouve sur quelque chose qui est un peu au pair sur 2022 et 2023. C'est la première constatation. Deuxième constatation, c'est que d'un point de vue géographique, on a les grandes masses qui sont globalement au même endroit, mais on a quand même des disparités en termes de répartition de ces différents éléments. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ? Pour essayer de le comprendre, on peut zoomer, par exemple, ici, sur la survenance 2023. Vous avez à gauche les éligibilités ancienne période, et à droite, vous avez le jeu des nouvelles règles sur les critères base 2024. Ce que vous voyez, c'est qu'on va avoir deux mécanismes en fait, qui vont jouer en concurrence. Le premier, qui est dans l'ellipse rouge, c'est le fait que cette fameuse règle 2, qui nous donne une récurrence d'événements, va rendre éligibles plusieurs communes qui, sous l'ancien régime, n'auraient pas été admissibles. Donc on va récupérer du monde. Mais à l'inverse, on a un mécanisme modérateur, c'est qu'on vous l'a dit, on se focalise sur le point bas annuel. Ce qui veut dire que je ne suis pas intéressé à est-ce que j'ai eu un mois de janvier, février, mars ou autre qui est exceptionnel. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que au fin fond de l'été, quand j'arrive en juillet, août, septembre et éventuellement octobre, j'ai quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Or, si vous regardez par exemple les reconnaissances sur les Bouches-du-Rhône au titre de cette période-là, ben vous voyez que sur la très grande majorité des reconnaissances qui ont eu lieu, eh bien, il n'y en a qu'une seule, en fait, qui contenait le fameux point bas annuel. Toutes les autres correspondaient à des périodes printanières, hivernales ou autres derrière. Et donc, on peut comme ça rejouer cette contribution des différentes règles sur tout l'historique et on se rend compte qu'en effet, ben, elles jouent dans le sens de leur nom. Hein. Donc, d'abord la règle 1, puis la règle 2, et de manière plus anecdotique, la fameuse règle 3. Donc, maintenant qu'on a compris comment ces règles auraient pu jouer sur la période historique 2019-2023, on va pouvoir rentrer vraiment dans le cœur, qui est la partie modélisation. Mais avant, encore une fois, de vraiment prendre le stylo et de modéliser, de regarder les données, on va s'arrêter et passer une étape qui est souvent implicite dans les travaux de modélisation, en s'inspirant des démarches de modélisation causale. Et notamment, ce qu'on a représenté ici, c'est notre compréhension du processus qui est à l'œuvre dans la génération des données, et donc qui, sous la forme d'un graphe causal reliant des variables qui sont représentées par des ronds et des flèches qui vont donner un sens. Comment est-ce que ça se lit ? Eh bien, par exemple, si vous partez du bas, le fait que la Massif observe des sinistres sur une période donnée, eh bien, ça nécessite que ces assurés aient eu des dégâts sur leur bâti. Et en même temps qu'il y ait eu reconnaissance d'un arrêté CatNat pour la commune de rattachement de ces biens. Et cette reconnaissance d'arrêté CatNat va elle-même dépendre de deux processus qu'on va devoir modéliser. Le premier, c'est ce que nous a dit Luigia, le fait que la commune décide ou pas de déposer un dossier, qui va pouvoir dépendre de critères objectifs, qui vont pouvoir influencer ou pas le fait d'avoir des dégâts sur la commune en question, et d'autre part de critères subjectifs, qui sont plutôt de l'ordre du ressenti. Les températures, les précipitations, on pourrait rajouter par exemple la couverture médiatique. De l'autre côté, on est plutôt dans un élément froid, où là, ce que l'on va chercher à modéliser, c'est l'éligibilité par rapport aux critères géotechniques. Et ce qui est rendu ici, c'est que conditionnellement aux ancêtres de ces différentes variables, eh bien, on est en face de deux processus qui sont globalement indépendants l'un que l'autre, ce qui veut dire qu'on aura juste à combiner les résultats pour pouvoir avoir la probabilité finale d'arrêter CatNat. Autre élément qui transparaît de ce graphe-là, qui va être une autre hypothèse que l'on va faire, c'est que le changement par rapport aux critères d'éligibilité ne changera pas le comportement de dépôt des dossiers des communes. Sous cette hypothèse, du coup, on peut récupérer l'intégralité de l'historique des dépôts de dossiers par commune et continuer à le prédire de la même manière.
Par ailleurs, sur l'éligibilité, eh bien, on va reprendre, puisque la commission suit ses propres règles du jeu, eh bien, les éléments que l'on aura calculés et la combinaison des deux vont nous donner une pseudo-variable cible qui ne nous servira pas à l'entraînement, mais contre laquelle on pourra se comparer pour vérifier la pertinence des modélisations. Donc, dans un premier temps, sur la partie comportementale, c'est-à-dire est-ce que ma commune va déposer ou pas un dossier de reconnaissance CatNat, on est en face d'une modélisation de classification typique, binaire. On est reparti des différentes données physiques qui ont été présentées par Luigia, on a fait un peu de feature engineering, et au final, on arrive sur une base où on a une ligne par commune et par année, avec en variable réponse, est-ce que cette commune a déposé un dossier? Oui, non. Par rapport à ça, on a découpé le jeu de données en deux grandes parties, classiquement. Une partie qui va de 89 jusqu'à 2018, dont on s'est servi pour la partie entraînement, et on va constater les prédictions du modèle et les valider sur la période 2019-2024. Et donc, ce que l'on obtient, c'est les différents éléments qui sont représentés ici. Donc, vous avez en ligne à chaque fois un exercice de survenance, et vous avez pour chaque exercice de survenance 3 éléments graphiques qui vous sont représentés. La partie de gauche, c'est une représentation géographique de la probabilité de dépôt de dossier issu du modèle. La cartographie juste à droite est le dépôt de dossier réel constaté historiquement. Et le dernier graphique est ce qui nous permet de mesurer est-ce que notre probabilité estimée est bien calibrée. On regroupe les observations par bande de valeurs prédites et on vérifie qu'à l'intérieur, on a un taux de réalisation qui est globalement en ligne avec la valeur qui était attendue. Donc plus on est proche de la première diagonale, et mieux on est. Ce que l'on observe, c'est qu'on a une modélisation qui finalement rend bien compte à la fois de la répartition géographique à l'intérieur du territoire, de la variabilité interannuelle, et globalement qui est assez bien calibrée, à l'exception notoire de 2023, où là, en fait, le modèle attendrait à ce qu'il y ait eu plus de dépôts de dossiers que ce qu'on a réellement observé. Donc là, c'est une surprise dans ce qu'on observe par rapport aux anticipations. Deuxième volet de la modélisation, on sort du volet comportemental pour arriver sur la partie pure éligibilité, critères d'éligibilité. Et là, on ne va plus mobiliser exactement les mêmes algorithmes. On est dans un exercice, cette fois-ci, de modélisation de type série chronologique de ces fameux index de SWI uniformes. On va créer un modèle unique qui va nous créer une série par maille safran sur le territoire et projeter au mois le mois la valeur prédite de ce SWI uniforme à partir des valeurs historiques d'une part et des informations que je connais pour la période de l'environnement physique. À partir de là, on va aussi mobiliser un autre jeu de compétences qui sont les probabilités prédictions conformes, qui vont permettre d'avoir un cône d'incertitude par rapport aux projections qui sont faites. Et par rapport aux différentes trajectoires de ce cône, eh bien, on va pouvoir réappliquer les fameuses règles de décision pour pouvoir constater le processus d'éligibilité in fine. Et donc, ce que l'on obtient de manière similaire avec ce que vous aviez vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est globalement en phase avec ce que l'on aurait pu attendre, de moins bonne facture que ce que l'on avait tout à l'heure sur la partie probabilité de défaut, mais qui reste tout à fait exploitable tout de même dans cet exercice-ci, sachant que le mécanisme de règles d'éligibilité où on s'intéresse à est-ce qu'on dépasse un certain critère, un certain seuil, etc., mais forcément exacerbe les écarts de modélisation qu'on peut avoir à l'intérieur. Et donc, maintenant, du fait de notre graphique, notre supposition, c'est qu'on a juste à combiner les deux projections qui sont réalisées. Et c'est ce que l'on fait ici. Et on va pouvoir, du coup, constater qu'on a une modélisation qui, au global, pour le coup, est très bonne, puisqu'on a bien la variabilité interannuelle, on a bien les motifs géographiques que l'on attendait, et on a, encore une fois, une très bonne calibration native du modèle, à l'exception, encore une fois, de 2023, pour le fameux sujet que l'on a déjà discuté sur la probabilité de dépôt de dossier. Et donc, maintenant qu'on dispose d'un jeu de données et d'une modélisation qu'on a pu valider sur le passé, eh bien, on peut arriver à la partie estimation qui attendait Benoît de l'exercice 2024 vu 2024. Et donc, bien, la voici. Quand on combine les probabilités de dépôt de dossier et les probabilités d'éligibilité, eh bien, on arrive sur une carte qui est quand même très peu impactés par ces événements, et ça on s'y attend, on a quand même beaucoup d'éléments humides cette année plus tôt, mais par contre quand même une probabilité qui est non nulle, mais qui se concentre
beaucoup autour des Pyrénées-Orientales, dans une moindre mesure un peu dans la partie provençale, et puis sur la façade est de la Corse. Donc, in fine, si on reprend un peu nos engagements de départ, on a bien réussi à avoir une probabilité estimée par commune. On a pu se rassurer sur le passé sur le fait que cette modélisation renvoyait des probabilités qui étaient globalement calibrées. Et par rapport à ça, on a pu anticiper les impacts du changement de la circulaire. Et on a, de fait, un cadre de modélisation qui sera compatible avec de futures évolutions d'une part, et d'autre part, du fait de son approche modulaire, va nous permettre de pouvoir réaliser du backtesting. Et donc, on est globalement assez confiant dans le fait qu'on pourra, au fil des années, améliorer cette base de modélisation. Donc, je passe la parole à Benoît pour la conclusion. C'est la dernière slide. Merci Fabien. Du coup, on a repris ici la définition décrite par Fabien précédemment. Donc, on voit que le contrat est rempli aujourd'hui sur la première partie, sur le phénomène marché. On a eu connaissance de la base envoyée par l'équipe de Fabien. Donc, on a le listing de toutes les communes avec la probabilité derrière d'une reconnaissance CatNat sécheresse pour l'année 2024. Donc ça, c'est un premier élément déjà très intéressant. Pour avoir le coût global de la sécheresse, il y a 2 étapes complémentaires qui vont devoir mener dans les prochains mois. Un modèle de fréquence, donc pour déterminer un nombre de sinistres théoriques pour chaque commune. Donc là, en fonction de données de portefeuille, bien évidemment, en fonction de critères a priori discriminants comme si ce sont des appartements, des maisons, en fonction de l'année de construction également. On pourra définir un nombre de sinistres théoriques pour chaque commune. Et le deuxième modèle nécessaire sera un modèle de coût moyen pour approcher le coût moyen théorique en fonction, là aussi, du portefeuille massif pour chaque commune, comme des données appartements-maison, somme assurée, superficie de la maison, tous des éléments a priori assez discriminants sur le coût de réparation des maisons. Voilà, on a fini la présentation. Je pense qu'il reste quelques minutes si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Il y a des questions. Non, alors là, c'est pas trop une problématique de tarification, c'était vraiment basé sur l'approche provisionnement pour estimer le coût, donc ce qui nous permet d'anticiper de 1 an le niveau de provisionnement, mais non, l'aspect tarification n'est pas intervenu ici. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question sur des bases de données qui peuvent être utilisées dans la prédiction, notamment la base, je crois que c'est Corinne, dont l'un d'entre vous a parlé peut-être au début, sur l'occupation des sols. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé pour justement l'inclure dans votre modèle? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en avez tiré et voilà, avoir votre retour sur l'utilisation de ces données? Oui, on les a utilisées, bien entendu. Je passais un peu vite parce qu'on a été pris par le temps, c'est un peu l'exercice aussi. Vous aurez le détail quand vous aurez les slides ici sur les informations qui sont prises. Mais notamment, en fait, c'était assez intéressant sur la partie probabilité de dépôt de dossier. Parce que, bien entendu, ça permet de discriminer les différentes typologies de communes qu'on peut avoir et donc d'identifier si on est face à une commune qui est plutôt plus urbanisée ou au contraire plutôt plus végétalisée au final. Et in fine, en fait, c'est la combinaison de ces différents éléments qui vont être intéressants. Et ce qui était intéressant aussi à voir, c'est de se rendre compte que ce ne sont pas les mêmes variables, même si au final, en fait, on part un peu des mêmes bases de chaque côté, ce ne sont pas du tout les mêmes variables qui sont les plus significatives dans chacune des 2 modélisations. Par exemple, ici, sur le sujet de probabilité de dépôt de dossier, finalement, ce sont les variables plutôt plus subjectives, quelque part, donc moins liées au SW uniforme, mais plutôt finalement sur des
déficit de précipitations effectives, sur des écarts de température ressentis, notamment estivales, des choses comme ça, qui ont de plus joué. Et après, ces éléments en fait par commune, qui sont fixes du coup, permettent quelque part de moduler cette partie au niveau géographique et d'avoir une réponse qui n'est pas exactement la même en fait, d'une commune à l'autre, même si potentiellement elles ont les mêmes éléments de ressenti par ailleurs. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que du coup, on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, pardon, excusez-moi, il y avait une personne qui... c'est ça ? Bonjour, mais merci beaucoup pour la présentation. J'ai juste une petite question sur l'autocalibration. En fait, est-ce que vous avez testé des modèles pour autocalibrer votre modèle de probabilité de reconnaissance 4 ou, enfin, parce que vous avez montré en fait l'historique et c'était quand même autocalibré hors peut-être le point 2023, mais du coup juste... Alors, non. Et je vais détailler un peu plus que ça. En fait, on a vraiment des modélisations qui sont séparées, d'une part entre la probabilité de dépôt de dossier et d'autre part les éléments liés aux critères d'éligibilité. Donc il y aura deux niveaux de réponse. Sur les probas de dépôt de dossier, pour le coup, c'est quelque chose que l'on a constaté ici. Il n'y a pas eu d'éléments derrière. On a des pistes. Notre choix initial, enfin notre volonté initiale, ça aurait été de mobiliser des techniques de prédiction conforme, et notamment en fait un modèle de type Venn-Haber's qui naturellement permet d'avoir des probabilités qui sont calibrées. La difficulté qu'on a, c'est celle que finalement Benoît a présentée tout au début, c'est qu'on est face à un phénomène qui est extraordinairement variable d'une année sur l'autre. Et donc, en hypothèse sous-jacente, ces modèles supposent que les données sont échangeables les unes avec les autres et qu'au final, en fait, je ne sais pas faire la différence entre une année 2022 ou une année 2021, ce qui, dans les faits, n'est pas du tout la situation ici. Donc, il y a d'autres éléments auxquels on pense qui vont nous permettre demain de pouvoir ajuster tout ça, mais il faut le retravailler. On ne peut pas l'appliquer directement avec la méthode sur étagère. Sur la partie éligibilité, là, c'est autre chose. Pour le coup, en fait, on a un bout de calibration, quelque part, qui nous vient du fait qu'on a utilisé les prédictions conformes, cette fois-ci, mais dans un cadre de série chronologique, pour essayer d'estimer, en fait, quel était le cône d'incertitude calibré de mes projections de SWI uniformes. Donc en ce sens, on a bien quelque chose en fait qui est cohérent avec un taux de couverture qui est garanti mathématiquement par rapport au passé. Ce que l'on observe in fine, c'est que malgré cela, on a quand même, si vous regardez un peu plus attentivement ici, des phénomènes sur lesquels on n'a pas un ajustement en termes de règles de décision qui sont parfaites. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose de parfait ici ? Parce que même si globalement j'ai une distribution qui est bien calibrée en sous-jacent, mes règles de décision, elles, s'intéressent à des événements extrêmes. Je m'intéresse par exemple à un quantile. Est-ce que j'ai dépassé un certain quantile ici ? De fait, si j'ai une erreur de prédiction en amont, bien forcément cette erreur de prédiction va être exacerbée par ce genre de critères-là. Et donc du coup, on n'a pas souhaité ici rajouter une surcouche de modélisation statistique ici pour essayer de le tirer quelque part artificiellement sur la première diagonale. On aurait pu, mais on n'a pas souhaité le faire parce qu'on pense que c'est quelque chose qui obérerait la capacité d'interprétation et notre crédibilité aussi par rapport à la partie backtesting et qu'on aura à mener derrière par rapport vis-à-vis des projections que l'on a fournies maintenant aux équipes de Benoît, puisque bien entendu on en est comptable et donc l'année prochaine il y aura une phase où on va regarder ce qui s'est effectivement passé par rapport à ce qu'on avait prédit. Et donc il faut qu'on puisse remonter ces différentes chaînes-là. Donc c'est pour ça qu'il y a une limite à l'exercice statistique. On a préféré conserver ce mode de fonctionnement-là, d'autant plus pour être honnête, que quand on a fait la combinaison des deux, on s'est rendu compte qu'au final ça ne marchait pas trop mal. Donc ça on a été très heureux. Mais il n'y avait pas de garantie sur cette partie-ci.
Bonjour. Du coup, niveau modélisation, je vois que sur le coût moins, vous le segmentez aussi par commune. Donc, je m'intéressais sur votre vision en fait sur le coût moins. Est-ce que vraiment c'est très hétérogène par commune? Est-ce que le niveau géographique en fait est un élément discriminant sur le coût moins? Mais d'une manière globale, je sais que la communication sur le coût moins chez SRES, elle est vague entre des coûts moins MRN à 20 000 euros, la CCR parfois 15 000 ou 10 000. Oui. C'est très vague. Est-ce que vous avez affiné en fait la vision du coût moins? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager en fait sur ce sujet? Alors du coup, c'est ce que je disais en conclusion. La modélisation coût moyen, ça sera une prochaine étape. Mais ce n'est pas l'aspect temps géographique qui va être important, c'est l'aspect du portefeuille. Si on est sur des communes rurales ou sur des communes urbaines, on n'aura pas du tout la même typologie d'habitat et donc avec un coût moyen très différent. Il faudra prendre en compte, je parlais de la superficie, il y aura les matériaux également. Voilà, il y a beaucoup d'approches différentes qui vont être intégrées, qui vont donner au final un coût moyen différent par commune, mais parce que l'habitat sera différent. Et un second aspect également sur les coûts moyens que vous citiez de MRN ou CCR, là il faut prendre en compte aussi les dossiers qui vont être clos sans suite. Sur les sécheresses, il y a énormément de dossiers clos sans suite parce que les experts considèrent que ce n'est pas un phénomène de sécheresse, il y a une fissure, il peut y avoir d'autres phénomènes qui expliquent cela. Donc, en fonction du taux de sans suite, le coût moyen peut être très différent d'une année sur l'autre. Je crois qu'on a commencé à dépasser, donc je vous remercie beaucoup et puis bonne continuation. Merci.